L'Europe qui se prépare à la guerre, la Norvège mise sur les bunkers, présentation d'un livre blanc sur la préparation du pays en cas de crise et de guerre. Le gouvernement norvégien dit vouloir rétablir l'obligation de construire des abris anti-aériens dans les nouveaux bâtiments. Aujourd'hui, elle a 20 000 abris, elle peut accueillir 45% de la population. La Finlande peut protéger 90% de sa population, le Danemark 80, 70 en Suède. Écoutez peut-être le Premier ministre suédois là-dessus sur le degré. Est-ce qu'on est ou non en guerre? Sa réponse est très intéressante. La Suède n'est pas en guerre, mais pas en paix non plus. La véritable paix, c'est la liberté et l'absence de conflits graves entre les pays. Nous et nos pays voisins sommes soumis à des attaques hybrides qui ne sont pas menées avec des missiles ou avec des soldats, mais avec des ordinateurs, de l'argent, de la désinformation et des menaces de sabotage. La menace russe s'inscrit vraisemblablement dans le long terme, tout comme doit le faire notre défense. Comment est-ce que vous comprenez cette formule « on n'est pas en guerre, mais on n'est pas en paix non plus » Même pendant la guerre froide, on ne disait pas tout à fait ça. C'était ça le principe quand même. On est quand même un peu plus loin. C'est les cercles néoconservateurs qui disaient « on est en fait en guerre ». Non, mais en situation de confrontation, bien sûr, mais on n'arrête pas de le dire. Ce qu'on appelle une paix armée. Oui, moi je pense que c'est la bonne stratégie, c'est-à-dire qu'il faut, là pour le coup, faire du en même temps. C'est-à-dire que oui, il faut discuter avec les Russes, parce que malheureusement la réalité le commande, mais il faut en même temps montrer la fermeté occidentale, et effectivement le fait que et la Suède et la Finlande soient entrées dans l'OTAN après le début de ce conflit en est un signe essentiel pour que Vladimir Poutine comprenne qu'il ne pourra pas, qu'on ne le laissera pas aller plus loin. Je vois pas très bien d'alternative à qu'il met, c'est pas un double discours, à cette double position. On discute avec lui, mais on lui montre de façon concrète, par un effort militaire, qu'on peut pas aller plus loin. Vous citiez l'Allemagne, il faut rappeler que l'Allemagne a décidé de débloquer d'un seul coup 100 milliards d'euros pour accélérer son réarmement. Alors certes, il venait de loin, mais c'est quand même un changement d'état d'esprit en Europe qui est fondamental. J'aimerais, quand je reviens à ça, quand Mark Rutte, c'est le Premier ministre, l'ancien Premier ministre néerlandais, secrétaire général de l'OTAN, et Premier ministre néerlandais, c'est pas des poètes habituellement, hein, c'est très pragmatique. Très pragmatique. Les Néerlandais, voilà, ils ont conquis le commerce mondial, c'est pas des rigolos. En regardant la carte qu'on vient d'afficher à l'image, est-ce que oui ou non, vous croyez, comme il le dit, que le danger se rapproche à grands pas? Oui, il y a une menace. Si vous prenez la carte de l'Europe, justement, avec tous les pays d'Europe, et vous marquez sur les différents pays leur effort de défense en pourcentage du PIB, vous constaterez que plus on avance vers la Russie, et plus cet effort de défense est étrangement élevé. C'est pas au Portugal qu'on construit des bunkers. C'est dans les pays scandinaves, on s'arme dans les pays baltes, en Pologne, etc. Parce qu'eux ont conscience véritablement, d'abord, d'être dans la doctrine française, qui date même d'avant de la guerre ukrainienne, on appelle la confrontation, contestation, c'est-à-dire le niveau d'affrontement. Cette carte-là. Voilà, vous mettez les pourcentages du PIB, vous verrez que du Portugal à l'Estonie, au fur et à mesure, on avance. On est de plus en plus inquiet, en tout cas. On considère de plus en plus qu'il y a effectivement une menace, et on s'équipe. Quand un pays comme la Pologne décide de passer à plus de 4% de PIB d'efforts de défense, c'est qu'on a une conscience réelle d'une menace. Sinon, on ne le ferait pas. Voyez-vous le point tel qu'on en soit à ce que l'Europe, en réalité, soit la perdante de l'affaire? Trump mène son affaire, ses intérêts, etc., mais que l'Europe soit perdante. 100%, c'est tout le risque. C'est-à-dire que si aujourd'hui on laisse la Russie mener cette guerre sans la moindre sanction, sans le moindre problème, sans la moindre victoire ukrainienne sur le plan géopolitique ou d'un point de vue même stratégique, évidemment que la Russie, en réalité, elle se dirait « Eh bien, pourquoi est-ce que je devrais m'arrêter là-dessus ?» Et c'est un danger pour nous, pour nos pays surtout alliés, pour les pays baltes, potentiellement pour la Suède, la Finlande et les pays limitrophes à la Russie, parce que ces pays seraient les premiers concernés. À vrai dire, ce n'est même pas les tout premiers pays concernés. Les premiers pays concernés, ce seraient des pays comme la Géorgie, qui est déjà occupée à hauteur de 20%, et la Moldavie, qui est juste à côté, qui n'est pas membre de l'Alliance non plus, qui a un système politique qui est divisé entre les russophiles et les pro-européens, comme c'était le cas en Ukraine avant 2014. Donc évidemment que nous sommes ciblés déjà aujourd'hui par des attaques cyber, comme cela a été mentionné par le Premier ministre suédois, et d'ailleurs c'est le cas de la France. Des hôpitaux à nous ont été attaqués par des hackers russes. Donc c'est un danger qui est réel.
Et c'est ça que je me dis aujourd'hui en tant qu'Européen, c'est que l'Ukraine, c'est une chose. C'est évident que pour les Ukrainiens, ce serait une mauvaise chose de négocier sur son territoire pour des raisons qui sont évidentes et qu'on a déjà mentionnées auparavant. Maintenant, je me pose d'un point de vue européen et d'un point de vue d'un citoyen d'un pays qui est membre de l'OTAN, je crains sincèrement pour la sécurité de notre alliance, je crains sincèrement pour la sécurité de nos alliés, parce que les Américains, ils sont loin, ils se disent que c'est une affaire européenne et justement Trump a envie de léguer cette affaire aux Européens, d'où d'ailleurs aussi l'idée d'augmenter les dépenses militaires jusqu'à 5% du PIB. Et en plus de cela, je me dis qu'une fois de plus, on est directement concerné et on peut être les prochains. Je n'ai pas envie qu'on le soit et c'est pour cela que je souhaite qu'on soutienne l'Ukraine et qu'on ne la laisse pas dans une position de perdant. Ce sera un danger pour nous et il faut le garder à l'esprit. Et ce soir, écoutez, ça peut paraître tout à fait sinistre, mais la Suède qui va encore plus loin dans le fait de se préparer au pire en cherchant à construire de nouveaux cimetières. Ce sont les recommandations de l'Église de Suède qui exigent que les associations funéraires, c'est un sourire un peu triste que vous portez, mais effectivement, disons, l'idée qu'une guerre puisse revenir en Europe qui était sortie de nos têtes pendant en tout cas 70 ans, qui revient si fortement, pour donc garantir suffisamment de terrain pour qu'il soit possible d'enterrer 5% de la population d'une paroisse. Écoutez, responsable de l'association funéraire de Suède. Au début de l'année 2023, nous avons reçu des recommandations du Secrétariat national de l'Église de Suède qui consulte en permanence l'Agence des situations d'urgence civile et les forces armées. Selon ces recommandations, nous devons veiller à ce qu'il y ait suffisamment de cimetières pour pouvoir enterrer 5% de la population. Dans mon cas, à Göteborg, cela signifie une capacité pour 30 000 personnes qui, en cas de guerre, devront être enterrées dans un court laps de temps. Est-ce qu'il y a une marche vers la guerre? Je recommande tous ceux qui l'ont pas lu, la guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux, c'est 33, 35, je ne me rappelle plus, 36, la date m'échappe, on va retrouver, il y a les fact-checkers de Twitter vont rapidement nous aider, mais cette idée qu'il y a un moment donné où le monstre de l'événement fonctionne presque tout seul, en réalité, ça avance. Non, c'est des choses qui peuvent se passer, effectivement. Il y a une menace immédiate et dont on doit se protéger, c'est effectivement toutes ces attaques hybrides. Et ça, on a des moyens, mais on n'en a pas suffisamment. Donc ça, il faut le faire. Maintenant, on voit quand même la difficulté, même si les Russes progressent. 1935, pardon. On voit les difficultés qu'ils ont. Ils vont pas s'attaquer aux pays de l'OTAN. Il n'y aura pas des chars russes à Paris ou à Berlin. À Paris non, mais en Estonie, si on donne le temps à la Russie de reconstruire une armée, d'occuper une partie de l'Ukraine, de former des millions de nouveaux soldats pour pouvoir mener une guerre, pas tout de suite, Oui, mais nous aussi, on va se réarmer. On ne va pas attendre que la Russie se réarme. Oui, mais vous savez, en 1939, face à la Russie, au début de 1939, vous avez beaucoup de temps. Le futur général Boffre qui a écrit un article où il parle du concept de paix-guerre. Et il dit, voilà, nous sommes entrés maintenant en situation où, face à l'Allemagne, on n'est pas en guerre, on n'est plus dans la paix, on est dans une situation intermédiaire où on s'oppose par l'idéologie, par la propagande, etc. Que l'Allemagne a réussi un certain nombre de coups en Autriche, dans les Sudètes à ce moment-là, en Rhénanie, etc. Et que finalement, au bout du compte, c'est comme ça, c'est la norme. La guerre est devenue, il écrit ça en 1939, la guerre est devenue impossible en réalité, parce qu'il y a de telles inhibitions après les horreurs de la Première Guerre mondiale dans toutes les opinions publiques qu'on ne peut plus décemment monter à ces extrêmes. En revanche, on passe dans une situation d'affrontement intermédiaire permanent, et ce sera la norme. Alors, il avait raison sur une partie, mais il avait tort sur le fait que la guerre était malgré tout possible, impensable. Et il écrit ça en 1939. Vous avez en 1939, vous avez un général, dont j'ai oublié le nom, qui écrit « Une invasion est-elle encore possible ?» et qui répond « Non, non, c'est pas possible en France. » Donc, est-ce qu'il est possible qu'on soit encore à ce point, est-ce que parmi toutes les hypothèses, il faut toutes les envisager, il y a l'hypothèse qu'on soit au fond complètement dans un déni. Ça se retrouve sur Internet, l'interview d'Adolf Hitler par Bertrand de Jouvenel dans les années 30, où il lui dit « Mais moi je veux la paix, vraiment je suis un pacifiste, etc. » Et une partie de l'opinion française le croyait en se disant « C'est pas possible qu'il veuille la guerre, c'est trop irrationnel, etc. » Le grand historien de la Première Guerre mondiale, je crois Stéphane Audouin-Rousseau, parle en ce moment d'un déni de guerre dans une partie de l'opinion, et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, et c'est ce qui est décrit à l'instant, de revivre une sorte d'écho assez troublant avec les années 30, la montée des périls, et puis cette fameuse citation de Gramsci, vous savez, sur l'ancien monde qui
qui se meurt et le suivant qui tarde à naître, et dans cet entre-deux, les monstres qui surgissent. Et il faut mettre des mots sur ces monstres. Et donc on a cette guerre hybride qui est qu'effectivement, nous ne faisons pas la guerre à la Russie, pas directement en tous les cas, mais elle nous l'a fait, mais par des moyens hybrides, le sabotage, l'ingérence, les menaces, dans le champ informationnel, etc. Et on cherche à mettre des mots là-dessus. Surtout, on cherche des réponses à apporter à cela. Parce qu'on a un État qui utilise des moyens voyous pour nous agresser, et donc la démocratie face à cela, et qui par essence est polie, c'est pas toujours comment réagir face à ces moyens voyous. Je suis peut-être aveugle, mais moi j'ai du mal à être aussi sombre. C'est-à-dire que... je suis pas sombre. Enfin, en tout cas, à être aussi alarmiste. C'est-à-dire que l'armée russe, qui est peut-être la 3e ou la 4e armée du monde, elle a acheté toutes ses forces dans une guerre qui lui a permis d'avancer 100 km. Au bout de 100 km, ils ont été arrêtés. Et ils sont aujourd'hui à 2500 km de la frontière française. Alors certes, ils essaient de faire la guerre par d'autres moyens. On nous explique qu'il y a des campagnes sur les réseaux sociaux, sur les punaises de lit qui sont télécommandées par Moscou. Ok, mais je pense que tout ça est gérable. Bien sûr, il faut être... En tout cas, on doit être revenu d'une forme d'illusion qui est de penser que la Russie avait vocation à se rapprocher de notre modèle occidental et que le Poutine, finalement, pouvait devenir un chef d'État comme les autres. Eh ben non, c'est pas le cas. Donc il faut être prudent. Mais il me semble qu'il y a quand même eu une réaction forte. On peut penser que les Américains n'ont pas suffisamment aidé, mais ils ont assez aidé pour que la ligne de front soit stabilisée. Les Européens ont quand même envoyé massivement du matériel, sans doute trop tardivement. Je ne dis pas que la situation est parfaite, mais il me semble qu'il y a quand même eu une réaction qu'il ne faut pas trop s'auto-flageller. Du France bashing. Est-ce que la France a été généreuse, oui ou non, avec l'Ukraine ? Oui, elle l'a été. Oui, pas en termes de pourcentage du pays. Non, on peut toujours faire plus. Mais la France l'a été beaucoup plus que d'autres pays par rapport aux équipements qu'elle a livrés. Les Mirage, même si les AMX-18 ne sont pas des tanks à proprement parler, c'était quand même les premiers blindés de ce type à être livrés. Les canons César, je veux dire, la France a quand même donné une panoplie d'armes qui est absolument très importante et que les Ukrainiens apprécient. Donc en termes de pourcentage du PIB, on n'est même pas dans le top 10, mais en termes d'équipement et en termes de, j'ai envie de dire, de qualité de l'équipement, la France a fait son travail. C'est très sûr là-dessus. Pour rebondir très rapidement, je ferai une différence entre les chefs d'État et les populations. Sur les populations, je suis d'accord. Les chefs d'État, je pense qu'ils ont pris cette conscience. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Roquette, c'est que vous parlez des punaises de lit, ça c'est une chose. Mais qui, par exemple, à votre avis, dans la population française, sait aujourd'hui que l'opération avec les étoiles de David qui ont été taguées sur des commerces et les mains rouges qui ont été taguées sur un cimetière juif, il me semble des victimes de la Shoah, exactement. Combien de Français savent que c'était les Russes qui étaient derrière ce type d'opération, alors qu'une partie de la classe politique... Moi, je pense qu'ils le savent. Enfin, d'ailleurs, ça a été rendu public. Pas tous. C'est vrai, je suis d'accord, mais pas tous, à mon avis, malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de désinformations. Et il y a aussi des politiciens qui ont instrumentalisé la situation et qui se sont attaqués à une partie de la population française sur ce sujet.